Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable. Salut Hugo. Salut Jean. Tu vas bien? Comment ça va? Bah écoute, très bien, et toi? Ça va, ça va. Nouveau podcast en présentiel. en physique. Ça fait depuis juillet qu'on s'est pas vu. Ouais, c'était en juillet le dernier podcast physique aussi. Juillet, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, t'es de retour au Bercail pour ce week-end. Donc on a profité quand même pour faire un podcast. Et puis parce que nous, c'est quand même mieux aussi de se voir pour faire le podcast. Ouais, tout à fait. En vrai, donc aujourd'hui, ça va être un podcast plutôt intéressant sur l'investissement quality. Mais avant ça, n'oubliez pas d'aller suivre, s'il vous plaît, nos chaînes respectives sur YouTube. Donc IQ Invest pour Hugo et J'Invest pour ma part. Nos pages Instagram. Ouais. Et d'ailleurs, aussi, profitez-en pour écouter le podcast sur Fountain App, l'application qui va vous permettre de gagner de l'argent en écoutant, de gagner du Bitcoin. De gagner du Bitcoin, mais du coup de l'argent en écoutant effectivement des podcasts, en écoutant n'importe quel podcast, le nôtre ou un autre. Et également, vous pouvez donc soutenir les créateurs que vous appréciez sur Fountain App en envoyant du coup quelques sats, quelques fractions de Bitcoin à vos créateurs préférés. Par exemple, comme nous. Pour nous remercier avant tout de notre régularité sans faille. Tous les lundis matins à 8h, vous pouvez nous écouter dans votre voiture, ce que vous voulez. Et ça fait déjà le 20e podcast, là, c'est le 20e C'est le 22e c'est le 22e qu'on tourne alors. 22e podcast, donc 22 semaines non-stop de podcast Le CAF Rentable. C'est vrai qu'on n'a pas fait une seule entorse à la règle, tous les lundis matins à 8h, et ça va continuer. En tout cas, on vous remercie comme d'habitude énormément pour tous vos commentaires, toutes vos idées aussi de podcast. On en reçoit mais tellement. Notre liste d'idées, elle est vraiment pleine, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Merci de nous partager un maximum votre avis. C'est comme ça qu'on va faire grandir le podcast. Qui fonctionne plutôt bien. Toi, tu regardes les écoutes plus ouais, franchement, les écoutes au niveau des audios, ça monte bien. C'est une courbe à peu près croissante, donc avec des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus hauts. Mais une bonne linéarité. Donc franchement, c'est cool. On a une bonne croissance. On est bientôt à 700 abonnés sur YouTube. 700 abonnés, pour ma part, je regarde quand même beaucoup plus YouTube que les écoutes. Sur les applications Spotify, Apple Podcast, en voilà. Mais sur YouTube, ça fonctionne vraiment bien. Énormément de commentaires et de bons commentaires, de gentils commentaires. Donc, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir. Et du coup, le sujet du jour, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Parce que tu as dit qu'on allait parler un peu de l'investissement quality. Mais tout est parti de quelque chose. Tout est parti de quelque chose. C'est qu'il y a 2 semaines, je crois. Ah non, c'est 7 semaines. 7 semaines, donc, est sortie une vidéo. Alors, pour vous, ça sera dans 2 semaines. Donc, pour vous, c'était il y a 3 semaines. Non, il y a 2 semaines. Ouais, pour vous, ça sera il y a 2 semaines. Mais bref, est sortie la vidéo de Xavier Delmas sur Zone Bourse. Est-ce que l'investissement quality est mort? Où, grosso modo, il nous parlait de sa vision de l'investissement quality. Parce que lui est un investisseur quality. Et où il disait que ça l'inquiétait de voir des PER et des valorisations aussi élevées. Donc effectivement, Delmas est un investisseur quality. Lui-même, il applique cette stratégie. Et il était assez inquiet en fait de voir les valorisations des sociétés augmenter parce que de plus en plus de gens, est-ce que c'est la cause, on va revenir dessus, mais parce que du coup de plus en plus de gens, selon lui en tout cas, se mettent à l'investissement quality et du coup ça tire les prix des entreprises et notamment des entreprises quality vers le haut. Donc voilà, on va essayer de répondre un peu à la vidéo de Delmas en vous disant quel est notre point de vue sur la situation des marchés actuels et sur l'investissement quality? Qu'est-ce qu'on en pense du coup? Vous allez voir qu'on va avoir une opinion peut-être un peu différente de celle de Xavier Delmas. Et bien sûr, le tout en toute courtoisie. Le but, c'est pas de dire on descend pas sa vidéo. Non, voilà, le but, c'est pas de dire que Delmas a tort ou que nous, on a raison ou quoi que ce soit. Je pense qu'il sait tout à fait de quoi il parle et son contenu est irréprochable en fait sur le milieu francophone. Oui, voilà. C'est la référence, donc on n'est pas là pour le tacler, on n'est que des humbles youtubeurs. Mais c'est son avis sur l'investissement quality. On n'est pas forcément d'accord avec lui et donc on va répondre un peu à cette vidéo dans ce podcast, dans cet épisode. Alors ce que je vous propose, c'est que avant de commencer vraiment le podcast, on définisse un peu ce que c'est l'investissement quality.
Donc le fait d'investir dans les actions de qualité va être de rechercher et d'acheter, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, des actions qui vont mieux résister au cycle économique. Au cycle, donc les baisses, les hausses de marché, que ce soit dans les semi-conducteurs ou dans le pétrole, il y en a plein. Donc quelques caractéristiques de l'investissement quality, déjà, ça va être des entreprises avec des rentabilités élevées. Donc une marge brute, une marge opérationnelle, une marge nette élevée et solide. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle soit stable ou croissance. Le mieux est l'ennemi du bien, mais si les marges peuvent être croissantes, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que si une action, je sais pas, en 2020 fait 10% de marge nette, ensuite elle arrive à 2, on remonte à 20 l'autre année, voilà, c'est pas stable, c'est une entreprise qui est vachement cyclique. Et forcément, est-ce que c'est une entreprise de qualité ? Bon, la question peut se poser. Et donc, une rentabilité élevée et des très bons retours sur capitaux, donc rechercher un ROCE élevé. Alors là, attention les amis, c'est pas parce qu'une entreprise, par exemple, on va prendre Total. Total, elle a des marges de, je crois, 7-8%. Oui, c'est assez faible, comme toutes les pétrolières. Voilà, c'est ça. Mais des marges élevées, ça veut dire qu'on va pas aller dans des actions où les marges sont, je sais pas, supérieures à 30%, 50%. Donc sinon, on va se retrouver que dans de la tech, et encore bien ciblé, hein, ça va être du Google, etc. Ou du Visa, Mastercard, ou du luxe, donc Hermès, LVMH, par exemple. Là, les rentabilités, les marges élevées va être par rapport au secteur de l'action. On va pas comparer du Visa avec du Nike ou du Nestlé, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est des marges élevées, une rentabilité forte, et par rapport au secteur de l'action. C'est bien ça la nuance. Oui, c'est comme si on prend Walmart, qui sont des supermarchés. Walmart, elle doit avoir des marges autour des 4-5%, ouais, sûrement. Maximum, ouais. J'ai pas exactement les chiffres en tête, mais ça peut être pour autant, c'est pas parce qu'elle a des marges faibles dans une définition à peu près basique des marges, que ça sera forcément une entreprise de mauvaise qualité, puisque si elle a des marges de 4%, on pourrait se dire que c'est très faible, mais si tous ses concurrents ont des marges de 3 ou de 2, en fait Walmart explose ses concurrents dans ce segment très précis de la consommation courante, et en l'occurrence des supermarchés, sur lequel il n'y a pas de marge déjà de base par définition, et donc ça fait de Walmart une entreprise de qualité dans les supermarchés. Absolument. Voilà. Merci pour le complément. Donc on a vu une entreprise de qualité, elle doit avoir une rentabilité élevée, mais aussi elle doit être faiblement endettée. Personnellement, c'est un de mes principaux critères. Là, ce que je vous encourage, c'est d'utiliser tout simplement le ratio dette sur EBITDA. Il est simple à trouver, il est rapide à trouver et à interpréter. Donc vous prenez les dettes divisées par l'EBITDA. Moi, ce que je fais, c'est que si l'action a un ratio dette sur EBITDA supérieur à 3, je l'achète pas. Ça veut dire qu'elle est trop endettée. Même si l'argent ne vaut plus rien en ce moment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mon ami Hugo. Mais voilà, un ratio dette sur EBITDA supérieur à 3, pour moi, ça coince. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, pour l'interprétation, en gros, ça veut dire qu'il faudrait 3 ans d'EBITDA à la société pour rembourser le total de ses dettes. Donc, ça veut dire que si la société a un ratio dette sur EBITDA de 1, ça veut dire qu'il faudrait à peu près 1 an d'EBITDA pour couvrir l'entièreté de ses dettes. Vous avez compris, plus le ratio est faible, mieux est le cash de la boîte, et en fait mieux est qu'elle n'est pas endettée. Ensuite, donc ça va être investir dans les actions de qualité. Ce n'est pas rogner sur la croissance, le chiffre d'affaires et le résultat net. Même si l'entreprise est mature, on peut prendre l'exemple de Nike par exemple, elle doit quand même continuer de croître. Pourquoi ? Parce que l'inverse de la croissance, c'est la décroissance. Parce que oui, dans le livre de Nike, qu'est-ce qu'il nous disait l'ami Phil Knight ? Oui, alors absolument. Il y a une citation qui est juste monstrueuse dans le livre. Donc c'est l'art de la victoire en français, et c'est Shoesman. Ouais, Shoesman, je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin, chaussures, les hommes chaussures en américain. Et donc Phil Knight, le fondateur de Nike, il dit: dans la vie, c'est la croissance. Si c'est pas la croissance, on meurt. Ouais, ça c'est soit tu crois, soit tu meurs. Ouais, soit tu crois, soit tu meurs. Donc c'est vrai en bourse aussi, hein, s'il n'y a pas de croissance. L'inverse de la croissance, c'est la décroissance. Hein. Une boîte, soit elle croît un peu, hein, c'est pas la question, soit elle décroît. Donc, faut vraiment pas faire d'impasse sur ça.
l'entreprise, elle peut être de qualité, ça peut être du Walmart, du Procter & Gamble, du Coca. Moi, je t'ai donné les pires exemples, mais du Visa, etc. Il faut un chiffre d'affaires qui soit en croissance et un résultat net en croissance également. Même si c'est une petite croissance, il faut de la croissance quand même, c'est très important. Et une société de qualité a inévitablement un avantage concurrentiel. Il doit être forcément durable et reconnu. Le management doit être efficace et prendre des bonnes décisions. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand il y a du skin in the game. J'aime beaucoup quand il y a les fondateurs encore dans la boîte. Ou, par exemple, pour prendre l'exemple de Kla, quand en fait le board, c'est toute l'équipe... il date des années 90 et ils ont gravi tous les échelons. On peut prendre le super exemple dans ce moment de Nike, où John Donahoe est parti, l'ancien CEO qui a fait n'importe quoi. Et c'est Elliott Heil qui est rentré en tant que PDG. Et il a commencé en tant que stagiaire chez Nike. En tant que stagiaire, et il a monté tous les échelons jusqu'à arriver à PDG du haut de ses 66 ans, je crois. Voilà, donc... on peut prendre aussi des free cash flow. L'entreprise doit être capable de générer des free cash flow de façon constante. C'est très très important. Il faut qu'elle génère du cash. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé. Oui, c'est ça. Globalement, des entreprises de quality, c'est des entreprises avec de la croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, tu meurs. Avec des marges élevées, mais encore une fois, les marges élevées, ça va être plutôt relatif à leur secteur. Un avantage compétitif élevé. Mais l'avantage compétitif élevé, c'est aussi lié aux marges, parce que si une entreprise a des marges élevées, elle a aussi par définition, en général, un avantage compétitif élevé. Des bons retours sur capitaux, donc qui sont mesurés notamment avec le ROIC, le ROCE et le ROE. Ça, c'est super important, puisque ça veut dire que l'entreprise est capable de bien investir l'argent qu'on injecte dedans. Et évidemment, donc, pas de dette, tu l'as dit, il faut que la société soit en bonne santé financière, puisque je pense qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'une entreprise extrêmement endettée, s'il y a le moindre problème, c'est ciao, c'est la faillite. C'est clair. Et pour moi, c'est vraiment l'investissement quality. Tu peux pas le mettre dans une case, tu vois, et dire je fais de l'investissement quality. En fait, c'est un peu à la mode, tu vois, de dire l'investissement je fais du quality, je fais du quality, tout ça. Ouais. Mais en vrai, l'investissement quality, ça veut tout et rien dire. Parce que faire de l'investissement quality, c'est juste avoir de la logique et faire de l'investissement avec bon sens, en fait. Parce que tu recherches juste des entreprises qui sont rentables, qui ont de la croissance et qui sont des bonnes entreprises. En fait, tu vas tout simplement rechercher des bons investissements. Donc, après, techniquement, si tu fais pas d'investissement quality, t'es un mauvais investisseur. Juste, tu choisis des mauvaises actions. Tu choisis les mauvais... Tu prends des mauvais paris. Pas forcément, parce que tu vois, c'est à contrario de l'investissement quality, tu vas avoir l'investissement value. Les investisseurs value, en tout cas les plus reconnus forcément, ce sont des bons investisseurs, tu vois, et ils investissent pourtant dans des boîtes où moi personnellement je mettrais pas un copec. Mais d'accord, mais ils investissent quand même dans des boîtes de qualité, dans le sens où si eux ils investissent dedans, ils parient par exemple sur un retournement. Tu vois, si tu le prends l'exemple de Bill Ackman récemment avec Nike, on sait que c'est un investisseur value. Il achète du Nike parce qu'il y voit de la qualité intrinsèque, parce qu'il y a une marque forte, parce qu'il y a des bons produits, parce qu'il y a de l'historique, etc. Il y a de la qualité chez Nike. Quand il a acheté Hilton, par exemple, c'est pareil. Ouais, Hilton, c'est une super marque, c'est des hôtels à travers le monde entier. Chipotle, il y a de la qualité. Tu vois, t'achètes pas une entreprise décotée si tu penses pas qu'elle va remonter. Parce que si tu penses qu'elle est décotée, c'est que de base, elle a de la valeur. Si elle a de la valeur, c'est que tu penses qu'elle a de la qualité. Ouais, ça se prend. Pour moi, l'investissement qualité, tu peux pas... alors, je dis ça, mais en même temps, c'est un peu le slogan de ma chaîne, tu vois. Le parti est pris. La chaîne des investisseurs qualité, tu vois, oui. Mais fondamentalement, si tu poses le truc sur le papier, c'est comme si tu disais, moi, je fais de l'investissement immobilier, mais j'achète les pires apparts que je trouve, tu vois. Ouais. Genre vraiment, je vais dans les quartiers de merde, j'achète les apparts qui sont pourris, et puis surtout, je les refais pas. Ouais. Je les laisse tels quels, et je prends le pire rendement possible. Mais tu vois, après, tout le monde va chercher la qualité. Un avantage, un investissement quality, donc une société de qualité, ça va être une entreprise avec un avantage concurrentiel. Pas toutes les entreprises ont des avantages concurrentiels, et pourtant elles sont pas
Tu vois, si je prends, je m'en avais pas en tête, mais tu vois, Total Energy. Total Energy, c'est pas une boîte de qualité en soi, parce que il y a pas cet avantage concurrentiel. Tu vois, il y a pas d'avantage concurrentiel dans Total. Mais j'ai envie de te dire, il y a aucun avantage concurrentiel dans aucune des entreprises pétrolières. Oui. Il y en a aucune qui sont notées avec un avantage compétitif. Donc, si pour X ou Y raison, toi, tu veux investir dans les pétrolières, c'est pas ça veut dire que l'avantage compétitif déjà ne peut pas être un critère puisqu'il n'y en a aucune qui en a un. Donc si t'analyses toutes les pétrolières du monde entier et que t'achètes celle qui te paraît être la meilleure, j'en sais rien, moi par exemple Equinor, je dis au pif, j'ai jamais analysé de pétrolière ou Total. Equinor c'est la pétrolière norvégienne. Ouais, c'est ça. Si tu fais ça, ça veut dire que pour toi Equinor c'est une entreprise de qualité, tu vois. Puisque c'est la meilleure qualité. C'est la plus qualitative des pétrolières. Après, est-ce que les entreprises pétrolières de base sont de qualité ? Je pense que oui, tu peux trouver de la qualité partout. Tu peux trouver de la qualité partout, bien sûr. Mais, tu vois, c'est pas une entreprise quality. Parce que quality veut dire, enfin, pour ma part en tout cas, veut vraiment dire avantage compétitif, reconnu et durable. Tu vois, par exemple, le MSCI World Quality Index, ils précisent bien dans leur définition comme quoi il faut un avantage compétitif, un haut retour sur investissement, etc. Chose que des pétrolières ou même des bancaires n'ont pas, parce que ce sont des entreprises cycliques, et même dans leur définition, ils précisent bien que ce sont des entreprises qui résistent facilement à des perturbations de marché, chose que des bancaires et des pétrolières, la moindre perturbation, elles s'en prennent plein la tête. Tu vois, donc ce sont des entreprises. Ce sont de belles entreprises. Il y en a qui peuvent Buffett, il a fait tout son blé sur des bancaires et des pétrolières, tu vois. Donc, ce sont des entreprises, j'ai envie de dire de qualité, tu vois. Mais c'est pas un investissement quality. Tu vois, je vois pas ça comme un investissement quality. Effectivement, mais dans ces cas-là, ce sont des belles boîtes. Tu vois, magnifiques boîtes. Je pense faut un peu, je pense qu'il y a la distinction à faire entre la philosophie de l'investissement quality qui dit juste tu vas chercher à trouver la meilleure entreprise possible parce que c'est logique, tu cherches à investir ton argent tu vas pas acheter des dans les meilleurs chevaux possibles, tu vois, tu vas pas acheter le truc boiteux à moitié crevé. Voilà, t'achètes pas Danone par exemple. Non, ouais, voilà. Bon, ça c'est un peu la philosophie quality, mais après t'as le côté investissement quality pratique où tu vas mettre des critères quantifiables. Et ça, t'es obligé de le faire. Par exemple, le MSCI World Quality Index, c'est un ETF, donc il est obligé de quantifier et de mettre des seuils. Parce que forcément, ça doit être automatique. Donc, toi, en tant qu'investisseur quality, tu vois, tu peux te dire, je prends une pétrolière dans mon portefeuille, je prends la meilleure des pétrolières, et puis elle aura potentiellement moins de marge et moins de retour sur capitaux que le reste de mon portefeuille. Mais si jamais t'appliques des règles strictes, et tu te dis, par exemple, moi, j'achète que des entreprises qui ont plus de 10% de croissance des free cash flow par an, plus de 30% de marge opérationnelle et plus de 20% de retour sur capitaux. Ça t'enlève déjà plein de sociétés. Déjà, t'enlèves plein de sociétés. Et tu sais que si tu mets ces critères-là, par définition, t'investiras jamais dans des bancaires, jamais dans des pétrolières. Mais c'est un choix, c'est plus des choix quantitatifs, là, tu vois. Oui. En soi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais effectivement, c'est un peu le côté... investissement quality, manière mais par contre, quantitatif où tu vas mettre des seuils, tu vas mettre des chiffres. Comme si tu disais, moi je suis un investisseur value, j'achète pas à plus de 10 de PE. Oui. Ça veut rien dire, parce que tu vois, Bill Ackman, il a acheté du Nike, on est à 25 de PE, je crois, ou quasiment 28. Oui, c'est ça, tu peux trouver de la value sur des PE élevés. Bien sûr. Tu peux. Mais, alors, PE élevé, on s'entend, il n'y a pas de value sur des PE à 50 ou 40. Il faut se calmer aussi. Hein. Mais, non, par contre, là où je te rejoins vraiment, c'est dans le sens où, dans le quality, tu sais, il y a différents segments. Il y a, comme on avait fait un podcast, peut-être on mettra l'affiche quand on avait présenté le livre de Long Equity. Oui. Donc là, c'est vraiment un fonds d'investissement privé, etc. Où c'est du quality growth, donc qualité croissance. Mais je pense vraiment qu'il y a plusieurs secteurs, tu vois. Enfin, il y a plusieurs segments. Il va y avoir du quality dividende. Je pense que là, tu peux mettre du Nike, du Texas Instruments. Ouais. C'est dans les entreprises où la croissance n'est plus forcément au rendez-vous. Elles sont pas en décroissance, mais c'est plus une entreprise de croissance.
Mais par contre, les dividendes, il y a un bon payout ratio. Les dividendes sont donnés depuis des décennies et des décennies. Voilà, ça fait partie du... Et d'ailleurs, à l'heure où on tournera le podcast, enfin, à l'heure où ce podcast sortira, Nike sera sorti. Oui. Mais tu vois, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que je pense que tu peux pas dire je fais du quality, je fais pas du quality. Ou... En fait, tout le monde fait du quality. Peu importe le style d'investissement que tu as, tu feras du quality par définition. La question, c'est juste où est-ce que toi, personnellement, tu mets tes critères quantitatifs. Si tu dis je fais du quality et j'achète que des entreprises qui ont des marges supérieures à 30%, ok. Ouais. Si tu dis je fais du quality, mais moi j'aime bien les pétrolières, j'ai acheté une pétrolière, je te dis ok. Si on reprend l'exemple du portefeuille de Xavier Delmas dit qu'il fait du quality, pourtant il achète des entreprises comme Dassault Aviation ou Total Energy. Personnellement, Oui, de ma définition propre de la quality, c'est pas des entreprises de qualité pour moi. Parce que les chiffres sont pas au niveau de ce que j'ai mis comme critère. Mais pour lui, Dassault Aviation, potentiellement, il l'a analysé, il y a vu de la qualité, et donc il a déterminé que c'était une entreprise de qualité, il l'a acheté, tu vois. Mais Non, oui, Tu vois ce que je veux de toute dire façon, tu peux pas mettre toutes tes actions. Moi, par exemple, je me dis pas, ah oui, je suis un investisseur quality parce que les 3/4 de mon portefeuille, ça va être des sociétés de qualité. Enfin, en tout cas, ça rentre dans les critères de MSCI côté quality. Mais par contre, c'est pas pour ça que je vais avoir, tu vois, du Euronext. Euronext, c'est pas de la qualité. Euronext, c'est, on peut dire, GARP, la croissance à prix raisonnable, tu vois. C'est une entreprise qui est encore jeune, qui est en croissance, etc. Elle doit encore s'endetter pour gagner des parts de marché, racheter des concurrents, enfin bref. C'est pas parce que vous êtes investisseur quality, que vous vous dites investisseur quality, qu'il faut acheter que les entreprises quality, quoi. Après, ça dépend de votre thèse d'investissement, c'est comme tout, hein, c'est... encore une fois, si tu dis que des entreprises quality sur par rapport... quels critères, toi? Par rapport à ce que dit le MSCI World Quality Index, tu vois, leur définition, donc... enfin, on vient de le dire, tu vois, donc... Oui. Moi, c'est vraiment, tu prends la définition, est-ce que ton action coche toutes les cases, tu vois? Si ça coche pas toutes les cases, ça veut dire que c'est pas une action de qualité. Alors là, c'est vachement simplifier la chose, tu vois, parce que, tu vois, dans ces cas-là, Nike, c'est plus de la qualité, vu qu'il y a plus de croissance, tu vois, vu qu'il y a plus trop de croissance. Ouais. Non, effectivement, c'est intéressant, et puis ça dépend vraiment de comment tu mets le seuil, comment tu définis tes propres critères. Qu'est-ce que la qualité pour toi au sein d'une entreprise? Moi, si t'as absolument envie d'acheter des rates dans ton portefeuille, Le massacre. des entreprises immobilières, le critère pas de dette, du coup, il marche plus parce que toutes les entreprises immobilières sont hyper endettées parce que c'est comme ça que fonctionne le marché immobilier. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que pour moi, il n'y a pas vraiment de définition pure et dure de l'investissement quality, et que tout le monde, en fait, en bourse fait de la quality, sauf les gens qui vraiment ne achètent une action sans l'analyser et ne se posent absolument aucune question. Et il y en a beaucoup plus qu'il n'y paraît, d'ailleurs, qui font ça. Hein. Et il faut pas faire ça. Si vous écoutez ce podcast et que vous faites ça et que vous achetez des actions sans les analyser et sans savoir ce que vous achetez, arrêtez. C'est clair. Arrêtez. Ayez vos propres convictions. Achetez un c'est ETF. important. Ouais, c'est clair. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait n'importe qui peut faire de la quality, quoi. Et avec n'importe quel critère techniquement, et tu peux très bien faire du value en faisant de la quality, enfin de la qualité en faisant du value, de la qualité en faisant du dividende. Ça dépend juste de ce que tu veux pour ton portefeuille. Tu veux qu'on embraye sur nos cas concrets? Peut-être juste avant, on devait parler des investisseurs. On parle des investisseurs? Long equity. Oui, non, effectivement, on pouvait donner l'exemple parce que ce qui est assez intéressant, c'est aussi de parler de la performance de l'investissement quality tel que défini par le MSCI World Quality Index. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes donc les performances du MSCI World Quality Index, qui lui donc a des critères qui sont bien précis, hein, c'est quoi les critères? Ils nous disent donc voilà, high return on equity, donc un ROE élevé, une croissance des earnings, donc des bénéfices stables d'année en année, et peu de dettes. Mais après, ils nous disent pas quels sont quantitativement les critères. Tu vois, high return on equity,
où est-ce que tu mets la barre? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Ouais, non, je pense. Bon, enfin, de toute façon, à mon avis, comme on l'a dit, ils peuvent pas mettre ça dans le sens où c'est par secteur et par société, tu vois. Parce que dans le quality, bah, tu vois, tu vas y mettre. Alors, tout ça, les amis, c'est très simple. Hein. Vous tapez sur Google On MSC, mettra le graphique. MSC World Quality Index. Vous avez tout là. En plus, j'ai trouvé ça date de septembre, du 30 septembre 2024. Donc, on est carrément à jour. Et tu vois, dans les top 10 actions qui constituent, on va retrouver Nvidia, Apple, Meta, Microsoft, Eli Lilly, donc c'est la pharmaceutique américaine, Alphabet, Novo Nordisk, Visa, United Health et Alphabet. Ouais, parce qu'il y a 2 actions Alphabet, mais Ouais, bah, t'as quelques sociétés en commun. Ah bah oui, Apple, Microsoft, Alphabet, Visa. Bah toi aussi, hein, United Health, tu l'as en portefeuille. Ouais, bah, pareil que toi, sauf United Health en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la performance? Bon, la performance, j'ai envie de vous dire, Elle est monstrueuse. Hein. on va vraiment mettre le graphique sur l'écran, mais le MSCI World Quality en performance cumulée, donc on t'additionne toutes les performances de septembre 2009 à septembre 2024, on est à une performance totale cumulée de 709% contre le MSCI World de la même période, septembre 2009 à septembre 2024, à 473,68%. Ce qui nous fait un delta entre le MSCI World Quality et le MSCI World de 236 points. Pas 236%, 236 points. C'est énorme. C'est énorme. Et là, enfin, vraiment, t'as vu, c'est impressionnant. Et avec moins de volatilité en plus. Avec moins de volatilité, il n'y a pas une seule fois où le World Quality a sous-performé le MSCI World. C'est vraiment la preuve que le Quality n'est pas mort, franchement. Parce que même si tu regardes, là, entre 2009 et 2018, même on va dire 2019, le MSCI World Quality est au-dessus du MSCI World. Constamment. Il n'y a pas une seule fois où il est passé en dessous. Mais pas de beaucoup. Mais par contre, à partir de 2020, donc on va dire, je pense à partir du Covid, où là, vraiment, les petites sociétés ont commencé à décliner avec la crise, etc. Et là, tu vois vraiment le gros gap où, en fait, l'écart vraiment est... Enfin, le MSCI World Quality met une avance considérable sur son concurrent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les PE, on voit que le PE du MSCI World Quality est à 27 versus 22 pour le World Classic. Mais ça, on y reviendra peut-être après sur la valorisation. Sur les valorisations. Juste pour vous donner, donc là, je vous ai dit les performances cumulées, mais ce qui est le plus intéressant, enfin, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est les performances annualisées. Donc, depuis le tout début, donc le 30 juin 1994, là on est encore plus loin, 1994, donc quasiment toute une vie d'investisseur, le MSCI World Quality a délivré 12,01%, on va dire 12% de performance par an. C'est énorme parce que du coup, je pense même que maintenant c'est plus que le S&P 500. Ouais. Parce que lui, je crois que c'est vers 8,5%. Et le MSCI World, lui, il a délivré 8,52%, ce qui nous fait un delta de 3,49 points entre les deux indices. Et c'est vraiment impressionnant. Mais en fait, tu vois, ce qu'il faut, je pense, vraiment retenir avec l'investissement en quality, c'est que moi, je trouve que c'est... En fait, il y a rien de magique dans l'investissement en quality, et il n'y a rien de sorcier, tu vois. C'est vraiment, pour moi, c'est l'investissement qui est le plus logique, le plus terre à terre, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si tu investis dans des entreprises qui ont des plus gros retours sur capitaux, des plus grosses marges et une meilleure croissance, tu vas faire une meilleure performance que si tu investis dans des entreprises qui ont des marges pourries, pas de retour sur capitaux et qui n'ont pas de croissance. Bien sûr. Sur le long terme, bien évidemment. Sur le long terme, pour moi, l'investissement quality, c'est juste de la pure logique, en fait. Donc, tu peux pas vraiment dire que l'investissement quality est mort. Déjà, pour moi, à ce niveau-là, tu peux pas vraiment dire que l'investissement quality est mort parce que ça serait dire que la logique est morte. Parce que forcément, quand tu dis de plus en plus de gens se tournent vers l'investissement quality, mais j'ai envie de dire... Heureusement, mais c'est surtout que en tant qu'investisseur, tu vas forcément aller chercher les meilleures opportunités d'investissement.
de tout temps, je pense, les gens se sont tournés vers le meilleur investissement possible. Le meilleur investissement possible. Et le meilleur investissement possible, il est quantifiable. Parce que les résultats d'une entreprise, tu peux les analyser, tu peux les quantifier. Et tu peux dire objectivement, avec les chiffres, si une entreprise est bonne ou pas. Alors après, évidemment, il va falloir aller creuser un peu plus loin. De toute façon, l'investissement quality, mais ça c'est comme tous les autres investissements, il est tout sauf passif. Ah oui. Parce qu'une entreprise quality que vous avez en portefeuille, ou même pas de qualité, c'est tous les trimestres au grand minimum que vous allez devoir vous repencher dedans. Donc quality veut pas dire j'investis dans LVMH, c'est quality, on s'en tape, j'achète et advienne que pourra, il n'y a pas de raison qu'elle chute. Et si en fait, parce qu'il y a des entreprises de qualité, on peut prendre AT&T et Intel, tu vois, qui ont connu vraiment leur heure de gloire, ou Nokia même, tu vois, Nokia qui ont connu leur heure de gloire à une certaine période, et en fait, donc entreprise de qualité, tout ce qu'elle a coché toutes les cases, hein. Et en fait, elles ont chuté, enfin on connaît leur histoire, elles ont complètement chuté, elles valent plus rien. Donc c'est pas passif, et il faut vraiment que vous analysiez bien et que vous suivez vos entreprises. Mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est surtout quand on voit les performances annualisées sur du long terme, parce que c'est vraiment là où tu vas voir la différence de performance entre un MSCI World où tu mets un peu le tout venant dedans, tu vois, et le MSCI qualité où vraiment là tu choisis, le bon stock picking, tu vois, où tu choisis vraiment le nec plus ultra niveau action. Je dirais même pas que le quality il choisit le nec plus ultra, je dirais juste qu'il vire toutes les dobs. Oui, il fait le ménage. Si tu mets des critères de croissance et de dette et de retour sur capitaux, ce que tu fais, c'est juste que tu enlèves toutes les entreprises qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas de croissance, qui sont trop endettées, qui détruisent de la valeur parce qu'elles ont des retours sur capitaux peu élevés. Ouais, peu. Et en fait, juste en faisant ça, en t'arrêtant sur les chiffres et en éliminant les entreprises qui ne sont pas intéressantes de manière quantitative, oui, forcément que tu vas faire mieux que le marché. Parce que dans le marché, il y a tout. Donc tu as autant de bonnes entreprises que de DOB. Et tu as même beaucoup plus de DOB que de bonnes entreprises d'ailleurs. Parce que t'as même très peu de bonnes entreprises comparées au nombre de sociétés. Ouais. Aux États-Unis, c'est un autre débat, mais en Europe, c'est une catastrophe. Mais oui, déjà, si t'élimines 80% des entreprises qui sont pourries, tu vas forcément faire mieux que le marché. C'est clair. Et de toute façon, ça se voit parmi les investisseurs quality, hein, vraiment ceux qui sont reconnus, quand tu vas voir leur performance. Tu veux nous en parler d'ailleurs ? Ouais, on peut citer François Rochon. Toi, je sais que t'aimes bien. Moi, j'adore. Tu connais bien François Rochon. J'y vais. Personnellement, j'ai bouffé avec lui hier. Non, donc François Rochon, gestionnaire de fonds canadien, donc accessoirement francophone, et c'est ça qui est génial parce que tous les ans, il propose sa lettre annuelle qui est ouverte. Vous pouvez aller la consulter sur Giverny Capital, Giverny avec un Y, hein, Capital, et il va vraiment pendant une vingtaine de pages vous expliquer toute sa stratégie, comme quoi sa stratégie elle fonctionne. Alors là, depuis 2-3 ans, il fait mieux que le S&P 500, mais il a quand même un peu plus de mal. Mais voilà. Mais après Rochon, il a beaucoup d'actions en portefeuille. Il a pas que du top quality. Hein, il n'a pas que du top quality, ça c'est sûr. Et puis même au niveau performance, en fait, on peut rien dire. Parce qu'il a une performance, il met une pilule énorme à tous les autres. Et depuis 30 ans. Donc, vraiment, il y a François Rochon, que je vous invite à aller voir. Tu vas voir Long Equity, on en a parlé. Oui, Long Equity, on a fait tout un podcast dessus. Donc, allez voir le podcast sur le livre. Ça sera plus... Long Equity, ça sera encore plus parlant. Donc, Long Equity qui a une performance plutôt moyenne. Plutôt moyenne parce que je pense... Mais ils ont commencé au mauvais moment. Parce qu'ils ont commencé en 2022. Non, ils ont commencé en fin 2021. Ils auraient pu profiter de 2022. Ah oui, c'est ça. Donc vraiment, ils ont... en fait, ils ont investi dans la crise de 2022. De la crise du secteur technologique. Mais moi, personnellement, de toute façon, on va en reparler. Après, ils battent le S&P 500 quand même. Ils battent le S&P 500, mais tu vois, on en reparlera juste après. Dans le Long Equity, moi, j'adore. Vraiment, c'est très intéressant, leur méthodologie et leur approche. Mais, pour moi, ils achètent des valorisations trop hautes.
Ouais. Mais on en reparlera juste après, tu vois. Mais je pense que leur performance est moins bonne et moyenne, un plus, on va dire, parce que justement, ils ont acheté des boîtes beaucoup trop chères. Ils ont acheté des boîtes beaucoup trop chères. Bah, parce que dans la stratégie de long equity, c'est vraiment quality, croissance, et t'achètes, quoi. Tu regardes moins le prix. Oui, c'est ça, parce que Vincent, déjà, quality, tu vas acheter des entreprises avec des PE quand même assez plus haut que la moyenne. Oui, parce que comme on l'a dit, vu que l'investissement quality, c'est de la logique, t'as du premium qui se met sur t'as cette forcément un premium, puisque une entreprise comme Hermès, tout le monde sait que c'est une entreprise de qualité. Bien sûr. T'ouvres les bilans, tu regardes les marges d'Hermès, tu regardes les marges depuis 30 ans, tu te dis « Ah ouais, ah ouais, C'est ça. ah ouais !» Elle date depuis C'est fort, 1830, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc, forcément, t'as un gros premium, mais c'est toujours le truc du est-ce que ce premium en vaut forcément la peine? Tu vois, moi, j'ai du mal à me dire que même si Hermès, c'est une boîte de dingue, là, Long Equity, ils ont acheté du CLA, je crois. Ouais, ils ont acheté du CLA. Pareil, CLA, que j'avais regardé vite fait à quelle valorisation ils l'ont acheté. Bon, ils l'ont acheté à une valorisation que moi, je l'aurais jamais acheté. Tu vois, c'était un PER de, je crois, 37 ou 38, ce qui me paraît vraiment beaucoup trop élevé pour ma part. Et je pense que leur performance est moyenne du fait d'achat d'actions un peu surévalué, tu vois. Ouais, tout à fait. J'ai parlé de François Rochon, mais je sais qu'il y a un autre investisseur quality. Ah, Chris Meyer. Chris Meyer, effectivement, moi c'est un investisseur que je suis, j'adore Chris Meyer. Après le problème c'est que lui, il a un fonds qui est privé, donc il partage pas sa perte. On connaît juste ses positions, mais on connaît pas non plus le pourcentage de chaque position dans son portefeuille. Mais effectivement, c'est un investisseur qui est super intéressant sur sa philosophie parce que lui, il cherche vraiment à trouver des 100 baggers, donc des entreprises qui vont faire x100 en bourse. Mais il va avoir aussi François Rochon, Chris Meyer. Lui, au-delà de l'aspect quantitatif, tu vois, Long Equity, par exemple, ils ont vraiment une stratégie quantitative. C'est vraiment les chiffres. Ouais, les chiffres. Et le mot. Et le mot. Alors que Chris Meyer, c'est vraiment... Il va plutôt aller chercher, au-delà des chiffres, des entreprises avec un management bien spécifique, avec beaucoup de skin in the game, et en général, il va aller chercher des entreprises dans des secteurs pas sexy du tout. Genre, il a pas d'entreprise tech, tu vois, par exemple, Chris Meyer. Constellation Software. Oui, il a Constellation Software, c'est vrai. Je reconnais. Mais par contre, il a... Mais parce Constellation Software, c'est du skin in the game à fond. Voilà, lui, il va vraiment chercher le manager outsider, skin in the game dans la société. Il va pas investir dans Musk. Il investira pas dans Musk, mais tu vois, c'est pas quelqu'un qui va acheter du Apple non plus. Oui. Ouais, tout simplement. Juste pour rebondir sur François Rochon, j'ai retrouvé sa performance depuis 1993, donc fait pas mal d'années maintenant. Il a une performance de 14% annualisée face à un S&P 500, on est à peu près à 10%. Donc voilà, donc ça fait 4 points de plus par an. Tu mets ça sur 30 ans, c'est énorme. La performance, elle est colossale. En tout cas, le delta entre le S&P 500 et le portefeuille Rochon, c'est colossal. C'est énorme. Effectivement. Mais... on a parlé des portefeuilles des investisseurs. Mais effectivement, on peut aussi parler de notre propre cas et de nos portefeuilles concrètement. Parce que, tu vois, c'était une des premières vidéos que j'avais fait sur la chaîne. Est-ce qu'on peut vraiment battre le marché avec une stratégie quality, tu vois? Parce que on entend souvent, et surtout je trouve que c'est un discours qui est très présent en France, sur le YouTube Finance francophone, parce qu'on a un peu cette mentalité en France de dire de toute façon c'est pas possible, si c'était possible ça se saurait. Et après, si j'avais su, c'est typique français. C'est ça. Donc on entend souvent le discours du c'est impossible de base les marchés, 90% des gens sous-performent le marché, blablabla. Qui était d'ailleurs ma première vidéo. Voilà, moi ce que j'avais dit dans cette vidéo, et je le maintiens toujours, 90% des gens qui sous-performent le marché font de la merde, tout simplement. C'est comme si tu disais 90% des gens sont incapables de battre le top 10 mondial au tennis. Oui, normal. Ouais. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas arriver dans le top 10 mondial au tennis. Si t'es bon. Sinon on arrêterait tous de faire du tennis en compétition. Donc non, 90% des gens qui sous-performent le marché, c'est juste qu'ils font n'importe quoi, parce que dans ces études, on n'a jamais le qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils achètent,
Est-ce qu'ils sont formés? Quelle est leur stratégie? Quel est leur horizon d'investissement? Si c'est des mecs qui font du trading sur le PEA, sur toutes les DOP du CAC 40, toi qui achètes du Danone, du Crédit Agricole, du machin, du truc, et qui font des allers-retours tous les 3 semaines, oui, ils vont sous-performer. Oui, c'est normal. C'est normal. Par contre, il n'y a jamais d'étude qui a été faite sur les investisseurs quality long terme, les gens qui achètent et qui gardent, qui font du buy and hold, sur des critères tangibles, sur des entreprises qui sont par A plus B mathématiquement supérieures aux autres entreprises. Quelle est leur performance? Justement, je pense qu'ils battent le marché. Je crois que Xavier Delmas en avait fait une vidéo. C'était la stratégie buy and hold. Donc, c'est vraiment une stratégie tout qu'on t'achète une action et tu ne la revends pas. Tu ne la revends pas. Et en fait, ils analysaient. Et alors, il n'y a pas un chiffre, je crois, très précis. Mais en fait, tu te rends compte que dans 30 ans, ton portefeuille, il a forcément explosé. Si tu n'as pas acheté que des daubes, bien évidemment. Dans le sens où une entreprise peut, elle arrive à 0% dans le pire des cas. Mais par contre, quand tu vas conserver tes gagnants avec les dividendes réinvestis, etc., tu vas te rendre compte que sur 30 ans, même si tu achètes du total qui n'a pas de croissance, avec un PER de 8, ça veut dire que dans 8 ans, tu es revenu à ton PRU d'avant, tu vois, par rapport... Donc, avec la stratégie buy and hold, t'achètes, tu revends jamais, forcément que ta performance, à mon avis, elle va être très bonne par la suite, parce qu'avec les dividendes réinvestis, et en fait, comme dit François Rochon, pour être bon en bourse, il faut être investi en bourse. Voilà. Donc, il le dit dans sa lettre annuelle. Voilà. Donc, si tu sors du marché, t'es pas dans le marché, et quand t'es plus dans le marché, tu perds de l'argent, tu perds du temps de marché, et si tu perds du temps de marché, tu perdras inévitablement de l'argent. Ouais. Et moi, je suis arrivé, mais j'ai les pieds dans le plat. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai perdu beaucoup de temps, je suis sorti du marché, je suis rentré, je suis sorti, et ça se ressent tout simplement au niveau de la performance. Et j'avais vu une stat aussi qui était extrêmement intéressante, je sais plus où. Je serais incapable de te dire où est-ce que je l'ai vu. C'est la psychologie de l'argent. Que, en gros, tous les ans, t'as genre un ou 2 jours qui font quasiment 80% de la performance de l'année. Et si tu les loupes... Et si tu rates ces 2 jours tous les ans, t'as flingué ta performance. Mais il y avait justement ce graphique où... la distribution gaussienne. En fait, c'est surtout... je crois que c'était par rapport au nombre de temps, justement, où, par exemple, si t'avais loupé... Tu sais, c'était un peu décroissant. Et en gros, ils mettaient en avant l'investisseur qui avait loupé un jour. En fait, rien qu'un jour, ce fameux jour où toute la performance se fait, il a une moins bonne performance. S'il loupe 2 jours, s'il loupe une semaine, un mois un mois au total de de ce fameux moment où toute la performance se fait, et après 1 an, et en fait, tu vois, il arrive limite en négatif. C'est pour ça que quand on dit time in the market beats time in the market, c'est pas pour des conneries, tu vois, qu'on dit ça, c'est vrai. Et il faut bien faire la différence aussi, je pense, parce que j'ai quelqu'un qui m'avait posé la question dans les commentaires récemment, entre on dit qu'il faut pas timer le marché, mais pourquoi est-ce que tu essayes de rentrer au bon moment sur les entreprises? Mais c'est une bonne question. Pour moi, c'est pas ça, timer le marché. Pour moi, timer le marché, ça veut dire que tu essayes de rentrer, mais tu essayes aussi de sortir au bon moment. Et c'est ça l'erreur, c'est que tu sors pas, faut pas sortir. Tu peux essayer de rentrer à des moments stratégique, opportun, là où tu peux avoir des prix intéressants, tu rentres au meilleur moment possible, mais tu sors pas. Tu sors pas. Parce que si tu sors et que tu rates un jour, tu peux détruire ta performance. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Non, mais si t'étais investi sur Fortinet et que t'as raté le 5 août, ou le 6, je sais plus, l'annonce de résultat, c'est mort. T'as fait 0 performance sur Fortinet. Toute la performance s'est faite en 1 jour cette année. Non, mais c'est comme ceux qui ont... Parce qu'en fait, en gros, Fortinet, si vous regardez le cours de janvier à août, ça a rien fait. Ça a quasiment rien fait, même c'était un peu décroissant. C'était un peu décroissant. Donc forcément, là, l'investisseur impatient, il voit ça, alors qu'à côté, tu vas avoir du Visa qui monte, tu vas avoir du Apple qui explose, etc. L'investisseur peu aguerri, on va dire, il va couper sa position Fortinet. Il va dire, ok, je veux plus en entendre parler, je pars sur
et parce qu'en soi... Et le lendemain. Et voilà. Parce qu'en soi, il n'a pas été patient. Et vous connaissez la citation, hein, mais la bourse, c'est un moyen de transiger de l'argent des impatients aux patients. C'est beau. C'est beau. Et c'est vrai. Enfin, voilà. Sinon, du coup, toi, ta performance? Oui, alors rapidement, effectivement, sur... Donc moi, il y a un peu de choses. Sur mon compte titre, j'ai une très bonne performance. J'ai 56% de performance depuis le 17 novembre 2022. Donc, performance TWR, donc Time Weighted Return. Qui est 56%. Explique vite fait. Si tu veux. Alors, le Time Weighted Return, c'est juste que tu annules les dépôts et les retraits sur le compte. Donc, tu annules les fluctuations des montants en espèces. C'est pas pris en compte dans ton calcul de performance. Voilà, en gros, ce que tu fais, c'est que, pour vous donner l'exemple très simple de comment est calculée la TWR, si au début du mois, tu avais 1000 euros, et que tu as fait un virement de 100 euros supplémentaires sur ton compte, et que à la fin du mois, ton compte est à 1120 euros, en fait, tu vas faire la fin moins le dépôt qui a été fait, donc c'est-à-dire 100 euros. Donc tu vas avoir 1020, et du coup, ta performance, ça va être 2%, du coup, c'est ça. 2%. Parce que tu as entre 1000 et 1020. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup, si tu annules pas ce dépôt, forcément, ça va complètement fausser ta performance, puisque toi, tu fais du DCA, tu rajoutes de l'argent tous les mois, mais cet argent que tu rajoutes, c'est pas de l'argent qui influe ta performance boursière. C'est juste du bruit. C'est de l'apport de cash, ouais. C'est juste du bruit, c'est de l'apport de cash. Donc en fait, ça te permet d'annuler comme ça les entrées et les sorties, et de calculer juste la vraie performance que ton portefeuille a fait sur une certaine période. Et en l'occurrence, dans l'application Equinvest, par exemple, c'est calculé tous les jours. Donc, ça veut dire que dès que tu as un virement qui est pris en compte, un dépôt qui est fait sur le portefeuille, tu vas immédiatement l'annuler, ce qui fait que tu as toujours le petit pourcentage de performance chaque jour que tu peux cumuler et qui donc va créer ta performance. Mais du coup... Les dividendes sont inclus dans le calcul du TWR, du coup. Ouais. Mais du coup, donc ce qui se passe, c'est que j'ai donc 56% de performance sur le compte titre versus donc 45 pour le S&P 500. Donc une très bonne performance. Ouais, j'étais en train de regarder. Depuis le 17 novembre 2022. Alors faudrait que je calcule le CAGR d'ailleurs sur le TWR, parce que je l'ai pas fait. Je sais pas combien ça fait en annualisé 2022, 2023, 2024, un an et demi. Je sais pas, ça me fait du 20-25% peut-être. Je peux pas, je peux pas calculer. Je pourrais pas vous dire le CAGR, mais voilà, 56% sur le compte titre. Sur le PEA, c'est mauvais. Il n'y a pas d'autre mot. Sur le PEA, j'ai 19% de performance depuis le 5 avril 2022 versus 28 pour le S&P 500. C'est pas mal comparé à moi déjà. Et au total, sur toutes mes positions actions, donc compte titre plus PEA actions sans les ETF, j'ai 48% de performance au total versus 36% pour le S&P 500. Donc un delta sur la période de 12%. Donc je mets 12% au S&P 500 sur la même période. Donc c'est plutôt cool, je suis content. Ah, c'est bien. C'est bien. Et mon PEA est dégueulasse, c'est la morale de l'histoire. Et pourquoi mon PEA est dégueulasse, les amis? Pourquoi? Parce que j'ai acheté n'importe comment. Ouais, n'importe quoi. J'ai juste acheté au mauvais prix, au mauvais moment, et j'ai acheté trop cher. Pas des actions de merde. Pas des actions de merde. C'est pour ça que... Il y a vraiment une grosse différence. Il y a plusieurs facteurs. Je dirais, critère numéro 1, ne pas vendre. Ah. Si tu arrives à garder une action, même si tu as sélectionné une action moyenne, voire pourrie, tu peux arriver à faire de la performance à long terme si tu la vends pas. Premier point, sélectionner des actions et ne pas les vendre. Deuxième point, sélectionner des bonnes actions. C'est mieux. C'est mieux. Si tu sélectionnes des bonnes actions et que tu les vends pas, c'est très bien. Troisième point, les acheter à un bon prix. Si tu arrives à combiner les trois, à rester investi longtemps, à acheter des entreprises de qualité et à les acheter au bon moment à un bon prix, bah voilà. Le temps de T'as fini le jeu. T'as fini le jeu. Le temps te donnera raison. Et pour moi, les amis, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Pourquoi? Parce que moi, à contrario d'Hugo, j'ai toujours voulu acheter des actions, voilà, à des PER quand même raisonnables. Le problème, c'est que j'achetais des actions de merde. Tu vois. Donc moi, c'est pas que j'achetais trop cher, c'est juste que l'entité en question était nulle en fait, mais vraiment nulle. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Hein. Je suis sorti du marché pour re-rentrer.
J'ai moyenné à la baisse. C'est aussi c'est un problème. Ça dépend quand. Alors, ça dépend quand, mais quand si tu moyennais à la baisse, ouais, c'était bien. Mais quand tu moyennes à la baisse Ubisoft, c'est pire qu'un problème, tu vois. Moi, Altaïr, donc l'assassin dans le jeu, il m'a tué. Hein. Il m'a tué. Non, mais vraiment, j'ai fait toutes les erreurs possibles. En gros, j'ai ouvert un PEA. C'était la porte ouverte à tout. Fallait que je teste. Donc, j'ai acheté du Société Générale. Parce que je me disais, c'est pas possible qu'une bancaire, quand même, de ce style-là, soit si peu valorisée. En fait, c'est possible, simple. Enfin, je vais pas faire le procès de la Société Générale. Faut qu'ils acceptent mon crédit. Mais voilà, la Société Générale, l'action est de piètre qualité. Ensuite, il va y avoir, j'ai acheté du Sanofi. Sanofi, pourquoi j'avais acheté du Sanofi? Pour profiter, ils veulent se séparer en fait, ils veulent scinder Sanofi, ils veulent... Bah, ils l'ont déjà fait, d'ailleurs. Non, ils sont en train, justement. Ah ouais, ils sont en train d'en parler, justement, c'était courant fin d'année. Ah. Tu vois, c'était courant fin d'année. J'avais acheté du Sanofi l'année dernière, justement, parce qu'ils veulent scinder leur segment vaccin, donc ce qui rapporte beaucoup, etc., là où il y a les gros brevets, les avantages concurrentiels, etc., avec leur autre segment où ce sont les produits sans ordonnance, donc Doliprane, tous les médocs comme ça qu'on retrouve à la pharmacie sans ordonnance. Et forcément, en scindant, j'avais regardé quand même pas mal de choses, je m'étais intéressé à la situation, et il y avait de grandes chances que Sanofi prenne donc l'entité mère, voilà, ait une bonne performance, explose à la hausse, comme ça se passe souvent. Le problème, c'est que, en fait, tout simplement, le problème, c'est que je suis sorti du marché parce qu'à un moment, donc on était 9 mois après, et je me suis dit, ouais, bon, en fait, Sanofi, je suis même pas sûr que la performance soit au rendez-vous, parce que vu que le marché quand même prend conscience, tu vois, de est-ce que ça va se faire la vente ou pas, ça se trouve la vente elle va se faire, l'action elle va gagner 5%, comme elle va en gagner 30%, ou comme elle va rien gagner, tu vois. Et justement le fait de ne pas savoir et d'essayer de timer le marché comme je l'ai fait, c'était une très mauvaise idée. Je m'en suis rendu compte, j'ai repris mes billes de Sanofi pour les réinvestir ailleurs. Je ne sais plus dans quoi je les ai investis, mais c'était forcément dans mieux. Le problème, c'est que je suis rentré. Des frais. Je suis sorti. D'autres frais. Pendant tout ce temps, il s'est rien passé chez Sanofi. Donc, j'ai pas, quasiment pas fait de plus-value dessus. J'ai perdu du temps et forcément, j'ai perdu de l'argent. Alors, c'était pas une opération en négatif. J'ai revendu dans le vert, je sais pas, j'ai dû faire peut-être 10% de performance, ce qui est rien du tout. Par rapport à tout le temps que j'ai perdu, si j'avais mis, on va prendre l'exemple d'Apple, tu vois. Et j'ai fait ça dans mon PEA pendant longtemps, pendant très longtemps. J'ai acheté beaucoup d'actions de piètre qualité. Et en fait, courant avril, on s'est rencontrés, il me parlait, avec Hugo, il me parlait de l'investissement Qualici. Je me dis, pourquoi pas, ça peut pas être pire que ce que je fais actuellement. Donc je me suis dit, écoute, c'est vrai que t'as fait le tour, parce que je m'intéresse quand même à la bourse depuis un petit moment, mais tu vois, tu sais très bien que toute la performance, toutes les actions de dingue, c'est aux US. Tu vois, c'est aux US, c'est pas en Europe. En tout cas, la majorité. Donc je me suis dit, ok, je vais ouvrir un CTO, un compte titre ordinaire, chez Interactive Broker, et dans ce CTO, je ne ferai que de l'investissement quality. Donc je l'ai ouvert, pour vous donner très précisément, je l'ai ouvert le 8 avril 2024. Donc j'ai ouvert le compte, j'ai 4 actions, Apple, Google, Nike depuis fin août, et United Health. Soit j'en ai eu pendant très longtemps que 3. Et en fait, il s'avère que juste avec ces 4 actions, même ces 3 actions, hein, j'ai surperformé le S&P 500 non-stop. Il n'y a pas un seul moment où j'ai été en dessous du S&P 500. Pour vous dire, même pendant le petit crash, alors je mets de grosses guillemets, le petit crash d'août qu'il y a eu, où vraiment le marché s'est essoufflé, le S&P 500 avait retrouvé sa performance de janvier, donc était arrivé à 0 en gros, et moi j'étais à 8,7% de plus que le S&P 500. Et là sur ces derniers mois, donc j'avais regardé, c'est depuis juillet, j'ai une performance qui est supérieure au Nasdaq, le fameux indice qui est ultra galère à concurrencer. Et justement, et c'est ça qui est fou, c'est que ma performance totale de tous mes portefeuilles,
donc le fameux PEA qui a fait n'importe quoi. J'ai une performance en TWR de 11,67%, ce qui est de la merde, il n'y a pas d'autre mot. Contre un S&P 500, on est à 25,67%. Donc il me tabasse, le S&P 500, il n'y a pas d'autre mot. Il te met le double. Il me met le double, très tranquillement. Donc voilà, juste la moralité de l'histoire, il n'est pas trop tard, il est 23 ans, j'ai quand même du temps pour remonter tout ça. Le PEA, j'ai revendu toutes mes positions qui étaient nulles, j'ai gardé toutes mes positions qui me correspondaient. Bon, en gros, j'ai gardé que le VMH, du coup. Du coup, j'ai gardé que le VMH. Et maintenant, c'est que de l'investissement quality. Pourquoi ? Parce que selon moi, alors même si l'échelle temps est quand même assez courte, je vous l'accorde, 8 avril 2024, mais en si peu de temps, j'ai vu, de mes propres yeux, et mon portefeuille l'a vu, comme quoi l'investissement quality surperformait tous les petits trucs que j'ai fait avant. Voilà. Donc les achats-reventes, etc., le timer le marché, toutes mes erreurs ont été corrigées par l'investissement quality que j'ai fait cette année. Donc la moralité, c'est tout simplement, moi je reste en quality. Je reste en quality parce que ça fonctionne. L'investissement quality, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il marche. Oui. Et juste pour te couper, et c'est surtout parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Et c'est ça. Je suis beaucoup plus à l'aise en portefeuille avec du United Health, du Apple, du Microsoft, que quand j'avais du Ubisoft qui était en 2 années négatives, du Société Générale, du Soitec, tu vois. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce portefeuille. Moi, le marché... T'as revendu à Liquide ? J'ai revendu à Liquide. Ah ouais. Et le marché, il perd 30% demain, ça me fait pas peur. Et je rachèterai les mêmes actions que j'ai en portefeuille parce que je sais qu'elles survivront à la baisse. Tu vois, je sais très bien qu'Ubisoft, c'est la chute libre. Soitec, ça remonte pas, ça va pas remonter demain la veille. Pareil pour du Total, j'ai eu beaucoup de Total, etc. Bon, tu sais qu'en période difficile, t'en prends plein la tête. Donc vraiment, je suis à l'aise avec ce portefeuille. Les actions sont de qualité et je sais que je peux un peu, comme on dit, affronter vent et marée. Tu vois, il y aura pas de souci. Tout à fait. Effectivement, non mais ce qu'on peut conclure, c'est que l'investissement quality, c'est de la logique. Il faut rester investi. Faut être investi dans les marchés, faut rester investi, c'est de la logique. Et si vous faites ça bien, il n'y a aucune raison que vous sous-performiez les marchés. Donc l'investissement quality, a priori, n'est pas mort. Non, déjà, n'est pas mort. Par cette simple observation. Mais c'était pas vraiment de toute façon le propos de la vidéo de Xavier Delmas. Non. Lui, il était vraiment inquiet sur les valorisations. Et là, justement, on va pouvoir passer à la deuxième partie un peu du podcast où on va vous parler du coup des valorisations plus précisément et aussi de la valorisation du marché en règle générale. Premier point, je pense qu'il faut rappeler, c'est que forcément, tout le monde regarde les mêmes entreprises. Tout le monde sait qu'Apple est une entreprise de qualité. Tout le monde sait qu'LVMH est une entreprise de qualité. Tout le monde sait qu'Hermès est exceptionnellement bonne. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des opportunités. Il y a pas des opportunités. Il y a des opportunités tout le temps. Moi, je suis désolé, je vais vous donner des exemples très concrets. Evolution AB, aujourd'hui. Alors, moi, j'aime beaucoup cette entreprise. Il y a des gens parmi vous, toi, je sais que c'est pas ton truc. Mais le deep dive est sorti. Premier deep dive dessus. Evolution AB, pour moi, c'est une opportunité de dingue aujourd'hui. Applied Materials. Oui. Pour moi, Applied Materials, aujourd'hui, elle est pas très chère. Google, objectivement, elle est pas chère aujourd'hui. Et encore maintenant. Et encore maintenant. Et pendant pas mal de temps, elle a été vraiment pas chère. Tout à fait. ASML, fin 2023, moi je l'ai acheté autour des 600-630. C'était pas cher. Maintenant, c'est cher, les amis. Maintenant, c'est cher. En fin 2023, c'était pas cher. LVMH, là, en septembre, fin août, début septembre, à 600, 590, c'était pas cher. Tu parles de l'opportunité qu'on a... Là, juste avant qu'on a raté. LVMH, là, c'était une occasion en or de se positionner dessus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... comment dire, parce qu'en plus on en rigole maintenant, on en rigolait encore hier soir parce que on s'est à peu près tous les jours au téléphone et on était en putain, LVMH vraiment pas cher, 590, ouais 590, vraiment pas cher. Bon, aucun de nous deux a acheté, on est à 650 aujourd'hui
Putain, maintenant elle est chère quand même l'action. Hein. Non, voilà, Mais moi, il y a des je suis opportunités. dégoûté parce que honnêtement, j'ai vraiment voulu l'acheter à ce moment-là. Sauf que mon PEA est en transfert chez Interactive Broker. Je pouvais pas. Ouais. Je pouvais pas. Et moi, je venais de me renforcer dessus il y a même pas un mois, donc je me suis dit. Ça fout les boules quand ouais, c'est je me comme suis ça. dit, ouais, ça sert à rien, quoi. Donc LVMH était pas cher. C'était pas cher. Encore une opportunité très récemment. Fortinet, on l'a dit, toute l'année 2024, elle a rien fait jusqu'à août où elle a explosé. C'était une superbe opportunité Ouais, d'acheter enfin, du Fortinet. 25% un jour. Apple, en avril-mai, avant l'annonce de l'Apple Intelligence, elle était pas chère, elle était autour des $170. Mais Et pareil, elle a explosé, maintenant elle est autour des $220. et Apple, ça saute aux yeux aussi parce qu'il y a eu beaucoup de moments où elle a été vraiment pas chère. Oui. Tu vois, elle a été vraiment pas chère. Alors forcément, quand tu regardes le cours d'Apple, t'as l'impression que ça bat toujours son ETH. Donc ça bat toujours son cours le plus haut. Ouais. Donc tu te dis, putain, mais en fait, je vais. Elle est toujours trop chère, mais en fait, c'est une action qui est tellement de qualité que son cours, en fait, reflète la qualité qu'est Apple en augmentant d'une linéarité quand même qui est très bonne. Il y a eu des incertitudes avec la Chine, etc. Mais on s'en fout, les Chinois achèteront encore du Apple parce que Apple, c'est tellement... Enfin, je sais pas, ceux qui avaient un Samsung ou... Samsung. ou un Google, c'est un Google Pixel, bon c'est de la merde, tu vois, honnêtement. Et Apple, alors je crache pas dessus, hein, j'en ai eu aussi, hein, mais tu vois qu'Apple quand même c'est au-dessus niveau qualité. Et je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu de la merde dans les yeux pendant longtemps, tu vois. Apple, pendant très longtemps, je me suis pas positionné dessus. Pourtant, je sais très bien que c'est une entreprise de dingue. Chose que Google, par exemple, Et là, c'est ça. je l'avais vraiment bien acheté. Et le marché le sait. Donc oui, c'est des entreprises qui vont souvent être chères, mais il y aura toujours des opportunités. Je vous donne d'autres exemples. MSCI, c'est une entreprise de dingue et elle était pas chère en C'est avril-mai. Et moi, qu'est-ce que je regrette de pas en avoir acheté plus. Purée, je suis dégoûté sur MSCI. J'en veux plus, mais elle est remontée. Ouais, elle est chère maintenant. Visa, récemment, pareil, elle a beaucoup corrigé. Là. Ouais. Elle est sur des niveaux qui commencent à être assez attractifs. Donc, moi, c'est vraiment sur ce point-là que je suis pas d'accord avec Xavier Delmas quand il dit que les valorisations sont trop élevées pour les entreprises de qualité. Je suis à la fois d'accord, mais en même temps pas d'accord, dans le sens où, oui, La qualité, ça se la paye. qualité, ça se paye. Tu auras toujours un premium parce que tout le monde regarde les mêmes entreprises. Les gens sont pas débiles. Tout le monde va vouloir acheter du Apple. Donc oui, ça sera plus cher d'acheter du Apple que d'acheter du Danone. Certain. Mais il y aura toujours des opportunités parce que les marchés ne sont pas efficients. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi en étant investi et en ayant un peu de recul dans les marchés que tu te rends compte que tu te dis, bah oui, en fait, il y a plein d'occasions que j'ai eu d'acheter des entreprises à des prix corrects, pas chers. Et s'il y en a eu par le passé, j'en aurai à l'avenir. Donc en fait, ça revient à ce que tu disais, il faut être patient. Parce que si tu as tes entreprises en watchlist, que tu sais à combien tu veux les acheter, si tu es patient, tous les ans, peut-être pas, mais au moins tous les 2 ans, tu auras une opportunité T'auras une pour te opportunité, positionner bien dessus. sûr. C'est sûr, C'est sûr. c'est sûr. Et d'ailleurs, pour moi, ça c'est un pied de nez et une preuve irréfutable contre l'argument des marchés efficients. Mais les gars, il n'y a absolument rien C'est- d'efficient c'est dans les impossible. marchés. Où est-ce que vous voyez de l'efficience dans le cours de Fortinet? Où est-ce que vous voyez de l'efficience dans LVMH qui est passé de 650 à 590 à 660 en 2 semaines? C'est impossible. Y a pas d'efficience Il y a là-dedans. aucune efficience. Il y a C'est zéro que efficience des là-dedans. mouvements de marché. C'est que des personnes qui ont pris des gains, qui ont réinvesti, qui ont enlevé qui ont coupé leur position. C'est purement de toute façon, la bourse, si tu achètes sur du cours de bourse, donc pas du fondamental, c'est du pari. C'est de la loterie. l'analyse technique, c'est du jeu, c'est de l'amusement. Un investisseur long terme de qualité performera, peut-être pas les indices, mais performera les indices. Si vraiment ce sont des entreprises de qualité qui suivent sur le long terme, il y a bah tu vois, toi ça fait plus longtemps que tu fais de l'investissement quality, tu surperformes les indices. Sauf sur mon PE, mais... J'entends, oui, je te l'accorde. Mais parce que tu as fait de la merde Parce que avant, j'ai fait de la merde. et voilà, et parce que on est au tout début de notre vie d'investisseur, mais que tu sais très bien que si on a cette qualité, enfin pas cette qualité, si on a cette approche dans le fondamental, sur du long terme, qu'on a eu depuis peu, vu qu'on est encore jeune, mais plus tu trouves vite ta structure, plus tu trouves vite ton style d'investissement, mais forcément que sur le long terme, tu surperformeras haut la main.
la main, parce que tu vas pouvoir... Des baisses, il va y en avoir, tu vois, des baisses du Covid, comme on a connu pendant le Covid, on va en avoir encore, je pense, une bonne dizaine, tu vois. Et là, bah, justement, si tes entreprises sont de qualité, déjà, elles survivront, et ça sera le moment jamais pour te repositionner dessus, mais il y aura toujours des opportunités dans des entreprises de qualité, dans des entreprises de merde aussi, il y en aura tout le temps des opportunités, parce que le marché, comme tu as dit, n'est pas efficient, et parce que les gens, en majorité, sont sur le court terme. Moi, je veux plus jamais entendre quelqu'un me dire que le marché est efficient. C'est impossible. Objectivement, je pense que c'est un peu... pas une erreur, mais moi aussi, je l'ai pensé quand j'étais débutant, tu vois, parce que quand t'es pas encore investi, ou quand tu viens de commencer à investir dans les marchés, tu crois un peu... Enfin, tu crois, mais... Non, mais t'es jeune. C'est facile, tout, en fait. Tu testes tout, etc. Mais quand t'as le recul, avec déjà 1 an à 2 ans d'investissement, et que tu as vu par toi-même le cours de tes propres positions, de tes propres actions bouger, bah non, il n'y a rien d'efficient, les gars. Parce que si tu as analysé ton entreprise et que tu sais ce qu'elle vaut, bah tu sais quand elle est décotée, tu sais quand elle est surcotée, tu sais qu'il n'y a absolument rien d'efficient, et si les cours de bourse étaient efficients, ça serait des parfaits escaliers qui monteraient en ligne droite avec la publication des résultats et des EPS. Voilà, ou qui descendraient, mais de façon... normal, quoi, toujours pareil. Ouais, en escalier. Si les EPS sont vraiment décroissants, et ben ça sera un grand escalier, etc. Il y aura pas de... Mais tu vois, quand tu vois des annonces de résultats où le cours, il est mauvais, enfin, pas le cours, il est mauvais, mais quand tu vois des annonces de résultats qui sont moyens et des mauvaises annonces de résultats et que le cours, le lendemain, tu dis, oh, il va tomber, c'est sûr, il n'y a pas... Et des fois, moi, j'ai vu des 5, plus 5, plus 6, plus 10%, et là, t'es en mode, attends, je comprends pas. Mais c'est pas possible. Bah, puis des fois, t'as des annonces qui sont boss et les cours qui tombent. Regarde Evolution AB, elle fait que des bonnes annonces de résultats et le cours de bourse tombe. Ouais. C'est comme MSCI avait perdu 10% parce que... Il y avait zéro raison. Il y avait zéro raison. Zéro raison. Mais MSCI, c'est un cas d'école. À son annonce du premier trimestre, elle a perdu 10 ou 15%, je crois, en bourse suite à l'annonce de résultats. Pour rien, franchement, il y avait zéro justification. Hein. Les annonces, elles étaient bonnes. Ouais. Moi, j'ai regardé l'annonce de résultats du premier trimestre. Elles étaient bonnes. J'ai pas compris la baisse du marché. Ouais, parce que ça va... Ouais, être moins bon que le consensus de 0, et pour enfoncer le clou définitivement sur la tête des gens qui disent que les marchés sont efficients, 3 mois plus tard, à l'annonce des résultats de Q2, les résultats étaient toujours bons, mais pas forcément exceptionnels non plus. Le cours a pris 10 ou 15% aussi. Ouais. En fait, tout ce qu'elle avait perdu au premier trimestre, elle l'a regagné au deuxième trimestre. Il y a zéro raison. Il y avait zéro raison. Par contre, vous, en tant qu'investisseur quality, c'était une opportunité de vous positionner après la première baisse du premier trimestre pour acheter l'action à moins 10, moins 15%. Chose qu'on n'a pas fait. Chose que, moi, en tout cas, j'ai pas fait et je regrette. Ah, moi aussi. Et voilà, c'est pour ça que... Il y a rien d'efficient. La qualité se paye, oui, mais si vous êtes patient, vous aurez toujours des opportunités pour vous positionner sur vos entreprises de qualité. Parce qu'il y a un bon moment aussi pour acheter. Ouais. Et je pense que pour détruire un peu définitivement cet argument, qui consiste à dire que les entreprises de qualité sont trop chères aujourd'hui, il n'y a pas que les entreprises de qualité qui sont trop chères aujourd'hui. C'est tout le marché qui est sous-évalué, les gars. Qui est surévalué. Ouais. Ouais, de toute façon, il n'y a qu'à voir, vous mettez sur Google PER S&P 500 et vous allez voir qu'on est sur des niveaux plus hauts depuis les années 2000. On est quand même sur un PER qui est à quasiment 30, entre 30 et 27 de PER pour le S&P 500, alors que historiquement, on est plus sur des alentours de 20, tu vois, dans ces alentours-là. Donc on est quand même sur des marchés qui sont surévalué. Et forcément, dans un marché surévalué, c'est pas que le MSCI World Quality Index qui est surévalué. C'est toutes les entreprises. Tu vois, t'as certaines entreprises de plus ou moins qualité qui se négocient à des PE, mais super cher. Tu vois, on va prendre certains exemples. Coca-Cola, 28 de PE. Pour Coca-Cola, il y a zéro croissance, il y a 3% de croissance par an, ça vaut pas 28 de PE. Zéro croissance, ultra mature, aucune possibilité de... Elle peut racheter personne parce que sinon c'est direct, ça part en antitrust, etc. Tu vois. Procter & Gamble, 28 de PE. Bien sûr. Air Liquide, 31 de PE.
pas d'avantage. Dans quel monde Air Liquide vaut 31 de PE? Alors on peut débattre pendant une heure de est-ce que Air Liquide est une entreprise de qualité ou pas. Encore une fois, ça va dépendre de où est-ce que vous mettez le critère. En fait, ce qui me fait rire, alors là, je vais me faire tuer dans les commentaires, ça se trouve, mais je m'en fous, je le dis quand même, non. Le PER de Google est quand même plus élevé que celui d'Air Liquide. Non, moins élevé que celui d'Air Liquide, tu vois. Alors, c'est pas du tout le même secteur. Déjà, rien que ça devrait vous Tu vois, faire... c'est pas du tout le même secteur, mais j'ai plus confiance sur le long terme en Google qu'Air Liquide, qui est une très belle boîte, oui, c'est sûr. Air Liquide est plus cher qu'Apple. Mais... Ah non, je crois qu'elle est à 33, Apple. Non, Apple est quand même cher, mais par contre, Air Liquide, comment Apple... cher qu'LVMH. Ouais. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ça c'est terrible. Ouais, tu peux prendre Schneider là, et je vois Schneider à 34. 3M, 79 de PE, 3M, c'est une entreprise éclatée. Non, mais là, il n'y a pas de croissance chez 3M. C'est de la spéculation folle. C'est comme du Tesla. Tu vois, Tesla, pour moi, c'est pas une entreprise de qualité. Donc voilà. Grosso modo, les entreprises de qualité, est-ce qu'elles sont chères en ce moment? Oui, mais je pense qu'elles ont toujours été chères. Elles ont toujours été chères et il y a des exceptions. Parce qu'il y a toujours eu un premium en fait. Puis en ce moment, tout est cher. Même les entreprises de merde sont chères. Mais c'est pas parce que c'est cher qu'il y a zéro opportunité. Non. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est pour ça que la bourse, c'est tout sauf passif. Parce que vous vous rendez compte que dans votre analyse, peut-être, même si vous adorez Air Liquide, peut-être que se positionner en ce moment sur un LVMH, c'est peut-être une meilleure idée qu'un Air Liquide avec un PER de 31. Pour moi, c'est délirant. Un PER de 31 en industrie, c'est délirant. Le marché est mature, il n'y a pas de croissance. Il y a quand même une certaine cyclicité. Surtout avec l'anecdote que tu m'as donnée hier. C'était quoi? Sur Air Liquide et Linde. Oui, absolument. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que tu peux raconter un peu cette anecdote? Pour tous les investisseurs d'Air Liquide, ça va être pour vous. Mais très, très rapidement, j'ai une connaissance et qui bosse dans la clim. Il bosse dans la clim et on s'est vu le soir. Je sais pas, il ouvrait les portes arrière de son camion parce qu'il est technicien, etc. Et je vois une bonbonne Linde. Je dis oh putain, un truc de fou quoi. Pour une fois que je vois pas Linde dans le rapport annuel et pour une fois que je vois Linde dans la vraie vie. Et je lui demande tout simplement, tu vois comme ce que tu pourrais demander à quelqu'un, tu préfères quoi entre Gucci et LVMH? Et en fait, je vois la bouteille de Linde, je demande, si tu bosses avec Linde, je connais à peu près la boîte. Et en fait, il avait une autre bonbonne de gaz à côté, Air Liquide. Je me dis, c'est un truc de fou ce qui se passe. Je dis, écoute, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ces deux boîtes? Il me dit, tu sais, en vrai, c'est du gaz. Le gaz, c'est pareil, c'est le même gaz, hein. Franchement, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'avantage compétitif d'ailleurs. Et ça, en fait, ça en disait beaucoup parce que je parlais avec quelqu'un qui a été ultra objectif parce que moi, je me connais. J'ai tendance toujours à dire Air Liquide c'est pas mal parce que Air Liquide c'est français, parce que Air Liquide, Linde c'est possible sur le PEA, donc c'est pas possible sur le PEA. Donc tu vois, je me disais Air Liquide c'est français, il y a pas eu beaucoup de PDG, c'est un bon management, tu sais, disponible sur le PEA. Forcément que inconsciemment ton avis est toujours un peu biaisé, tu vois. Bien sûr. Mais là, lui, il en avait rien à foutre. Lui, il investit pas en bourse, pas PEA, Linde, pas voilà. Et là, je parlais avec lui, il me disait écoute, Linde, alors, déjà c'est le même gaz, hein. Donc les prix on les comprend pas trop, c'est le même gaz. Il y en a un qui va être plus cher que l'autre. Linde va être plus cher, mais des fois moins cher qu'Air Liquide pour le même gaz. Moi, je comprends pas trop. Et il me dit par contre dans le Linde par rapport au service qu'il donne aux professionnels, enfin, Air Liquide c'est B2B aussi, mais tu vois, le service après-vente, vraiment le travail du commercial chez Linde est beaucoup mieux que chez Air Liquide. Tu vois, et vraiment beaucoup mieux. Il me disait, honnêtement, si je devais en choisir qu'un, je choisirais Linde parce que pour nous, les professionnels, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec Linde qu'avec Air Liquide. Et il me dit ça, je fais, ok, n'en dis pas plus, c'est bon, moi j'ai ma réponse, tu vois, c'est un mec, son père à l'entreprise de clim, ça marche super bien en région parisienne, donc je sais qu'il connaît plus que moi en fait vraiment le terrain quoi, donc je trouve ça excellent la petite anecdote. Ouais, non, c'est une bonne leçon parce qu'en tant qu'investisseur, on est biaisé. On a juste la vision des rapports annuels, on n'a pas la vision du terrain, du concret. Donc payer Air Liquide à 31 de PE, c'est trop cher. C'est abusé.
Donc oui, il n'y a pas que les entreprises de qualité qui sont chères, il y a un peu tout le marché. Tu l'as dit, hein, le S&P 500, il a des PE entre 30 et 27 à peu près en ce moment. Selon toi, Jean, Oui. d'où est-ce que ça vient aujourd'hui, cette surévaluation des marchés peut-être? Non, mais pour conclure la vidéo, parce que effectivement, donc l'investissement quality n'est pas mort. L'investissement quality, c'est de la logique. Et il y a des opportunités dans les actions de qualité. Il y aura toujours des opportunités parce que justement, les marchés ne sont pas efficients. Donc tu peux profiter de ces inefficiences pour te positionner à des moments où les gens ont peur, entre guillemets, sur tes entreprises. Parce qu'en fait, tu profites des gens court terme. Tu profites des courts termes. Toi, t'es du long terme. Tu t'en fous, les courts termes, ils vendent. Toi t'achètes. T'achètes. Donc, mais du coup, on est quand même d'accord pour dire que les marchés au global sont surévalués aujourd'hui. Sont surévalués, oui. Au global. Au global, les actions sont chères et ça me dérange pas de payer de la qualité, mais j'achète pas n'importe quoi. J'achète pas n'importe quoi et c'est pas parce que Apple c'est une action de qualité, mais c'est pas parce que je vais pas l'acheter à ce prix-là, tu vois. Oui. Acheter. Il y a un certain premium et après de toute façon on arrive toujours aux bases, tu vois, mais j'achète une action avec une marge de sécurité. S'il n'y a pas de marge de sécurité, j'achète pas l'action, tout simplement. Et elle peut être de super qualité. Et Hermès, je suis jamais rentré dessus parce que je trouve que ça a jamais respecté ma marge de sécurité, ma marge de sécurité à moi, tu vois. Voilà. Mais du coup, selon toi, d'où viendrait cette surévaluation des marchés aujourd'hui? Pourquoi tout est si cher aujourd'hui et en particulier aux États-Unis? Et même pas que, hein, parce que quand on voit les PE des entreprises françaises, oui, tu vois, Schneider, Air Liquide. Tu sais ce que dit Michael Saylor? Non. Non, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est... Les actions sont plus chères, parce que je pense que le monde, entre guillemets, s'enrichit. Dans le sens où on a une classe moyenne, on fait des progrès technologiques qui construisent de plus en plus de richesses. Alors bien évidemment, il y a des licenciements, etc. Mais au global, pour moi, ça crée quand même plus de richesses. Il y a eu des nouvelles technologies, etc. La classe moyenne dans le monde entier a tendance à quand même s'enrichir. On peut prendre la classe moyenne en Chine. Alors même si en ce moment, je vous l'accorde, c'est pas la panacée, la classe moyenne en Chine, mais bon, tu prends la même classe moyenne en Chine il y a 20 ans, ils mangeaient de la paille. Hein. Donc, non mais c'est tu vois. Donc, je pense vraiment que la classe moyenne s'enrichit. Les États, alors les États c'est vraiment très particulier. J'ai un avis sur les États, pour moi, les États ne vont pas en accord. Pour moi, l'État, c'est avant tout la richesse de ses biens personnels, tu vois. Ça serait si nos gouvernements dirigent... Alors, c'est pas du tout politique, tu vois, mais ils détruisent de la valeur. On va en reparler beaucoup, je pense, dans pas mal de podcasts, mais la politique, la démocratie, telle qu'elle est en ce moment, telle que je la vois en ce moment, c'est beaucoup de l'enrichissement personnel. Et c'est pas l'enrichissement du peuple, c'est d'abord leur intérêt et ensuite l'intérêt du peuple. Chose qui n'est pas logique normalement. On le voit surtout en France avec l'augmentation des taxes, etc. Les PME, les TPE qui s'en prennent plein la tête. Même les ultra riches. Les ultra riches, ils sont ultra riches, mais ils sont ultra compétitifs. Enfin, il faut qu'il y ait de la compétitivité, tu vois. Enfin bref, là je commence à partir sur des... Je commence à partir en vrille. Non, tout ça pour dire que les marchés sont quand même surévalués aujourd'hui. Pourquoi ils sont surévalués? Je pense que... Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Je pense que... ouais, en fait, il y a tellement de facteurs parce que la difficulté d'extraire des matières premières il y a 100 ans, c'est pas du tout la même que maintenant, tu vois. Maintenant, on extrait du pétrole, on veut, tu en voilà. On est obligé de le réguler, chose qu'avant, on pouvait pas le faire. Il n'y avait pas d'OPEP, etc. La technologie, tu vois, ChatGPT, ça va faire gagner du temps à énormément de personnes. Après, oui, ChatGPT, je pense qu'il y a pas mal de personnes en RH et compagnie. Bon, je pense qu'ils peuvent aller trouver de l'emploi d'ici quelques années parce que leur travail sera grand remplacé. Tu vois. Non, mais ouais. C'est ça. La technologie, ça a du bon. Il
les moyens aussi industriels. Tu vois, il y a eu beaucoup plus d'automatisation, etc. Tu vois, Amazon, ça cartonne. Mais ouais, effectivement, je pense que... Mais toi, je pense que tu réfléchis à quelque chose en particulier. Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment plein de facteurs, tu vois. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que les marchés soient chers aujourd'hui. Déjà, t'as évidemment l'IA et un peu la bulle spéculative sur l'IA, même si j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une bulle sur l'IA, en fait. En fait, quand tu compares la bulle Internet, les entreprises... Non, parce que les entreprises explosaient à la bulle Internet. Vraiment, les cours, c'était n'importe quoi. Tout partait Parce qu'elles gagnaient pas d'argent. à plus à 200-300%, alors que c'était dans une entreprise avec un résultat net négatif. Ouais. Plus elles produisaient, plus elles perdaient de l'argent. Chose qu'aujourd'hui, il y a une bulle sur l'IA. Moi, j'en suis persuadé. Mais c'est une bulle qui est, on va dire, mieux formée, entre guillemets, parce que bulle. ce sont des entreprises, qui... C'est pas une grosse bulle. Tu prends le mastodonte, tu prends Nvidia. Bon, Nvidia, c'est une machine à cash. C'est une machine à cash qui surfe sur la méga tendance de l'intelligence artificielle des semi-conducteurs. Mais à côté de ça, tu vois les autres gros acteurs, TSMC, Texas Instruments, Applied Materials, enfin bref, toute la clique. Ils génèrent beaucoup de cash. Ils génèrent beaucoup de cash et ils créent beaucoup de richesses pour eux, mais aussi en employant, et tout ça, forcément, ça crée de la richesse. Ouais. Donc ouais, effectivement, il y a une petite partie IA, engouement sur l'IA, même si effectivement, soit pour moi, il n'y a pas de bulle du tout, soit il y a vraiment une petite bulle, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le facteur qui peut expliquer. Je pense aussi qu'il y a une grosse partie, comme tu l'as dit, de l'enrichissement de la population globale, qui fait que tu as aussi de plus en plus de gens qui cherchent à préserver leur capital. Et tu vas notamment avoir de plus en plus, je sais pas moi, d'Indiens ou de Chinois par exemple, qui vont vouloir acheter du S&P 500 par exemple. Alors je sais pas si les Chinois ont le droit d'acheter du S&P 500, mais on va dire les Indiens. Mais aussi, je pense que tu as l'émergence des ETF qui a aussi beaucoup joué là-dessus, parce que ça fait que il y a de plus en plus de gens qui achètent juste des ETF sans se poser de questions. Et donc les ETF, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça injecte de la liquidité dans toutes les grosses caps en fait. Et donc forcément ça fait monter les prix vers le haut parce qu'il y a de plus en plus de volume, il y a de plus en plus de liquidité dans les marchés. Donc les prix montent, donc les PE, les ratios de valorisation augmentent. Et je pense qu'il y a encore un autre facteur qui est tout simplement l'impression, la création monétaire. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que l'inflation a explosé depuis le Covid. Et les gens sont pas débiles, tout le monde le sait. Cash is trash. Votre cash, c'est un melting ice cube, c'est un glaçon qui fond dans votre main. Donc tout le monde est au courant et personne ne veut détenir du cash. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens achètent soit de l'immobilier, donc les prix montent, soit du S&P 500, donc les prix montent. Et les prix montent tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter du S&P 500 pour préserver leur richesse, et ça crée un premium monétaire sur ces actifs. Au même titre que l'immobilier, il y a un premium monétaire aujourd'hui sur l'immobilier parce que tu as des gens qui achètent de l'immobilier uniquement pour préserver leur patrimoine. Ils n'achètent pas une maison parce qu'ils ont envie d'habiter dans la maison. Et le problème, c'est que l'immobilier, tu vois, à la base, c'est un bien utilitaire, c'est pas un bien patrimonial. Si tu regardes les prix de l'immobilier avant les années 70... Donc pendant les talents, ouais, ils montaient pas. L'immobilier, une maison, ça restait le prix d'une maison, quoi. Tant que tu as plus de maisons qui se construisent que l'augmentation de la population, il n'y a aucune raison que les prix de l'immobilier augmentent, parce qu'une maison il y a 100 ans coûte pas plus cher à fabriquer, enfin coûtait plus cher à fabriquer qu'une maison il y a aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, ça nous coûte moins cher de fabriquer des maisons qu'il y a 100 ans. Donc qu'est-ce qui tire les prix de l'immobilier vers le haut ? C'est le premium monétaire. C'est le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en servent pour, enfin en partie le premium monétaire, mais pour préserver leur capital, pour préserver leur patrimoine. Et je pense... pour l'immobilier, je te coupe rapidement, mais il y a aussi l'offre et la demande, tu vois, parce que l'offre, la demande il y a 100 ans... Ouais, mais l'offre a explosé aussi. T'as beaucoup plus de maisons aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Ouais, mais je pense que proportionnellement, tu vois, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui... Je pense que ça dépend où. Oui. Il y a des régions de France, tu vois, où l'immobilier n'a aucune raison d'augmenter. Tu prends le centre de Paris, oui, forcément, vu qu'il y a de la rareté, vu que les propriétés sont rares et que t'es dans des immeubles un peu prisés, historiques, machin, tout ça, tu vas forcément avoir une appréciation parce qu'il y a de la rareté. Mais il y a des endroits
où t'as absolument aucune raison que les prix de l'immobilier augmentent, pourtant ils augmentent. Ouais. Et je pense que t'as une partie de cette augmentation qui affecte aussi la bourse, parce que j'ai l'impression que t'as une espèce de premium monétaire aussi qui pourrait s'installer sur le S&P 500, où t'as de plus en plus de gens qui, en plus de l'immobilier, aujourd'hui, veulent préserver leur capital dans les marchés boursiers, et les ETF, du coup, ça a largement facilité tout ça. Et aujourd'hui, quand t'es un riche millionnaire ou milliardaire américain, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu files ton argent à BlackRock, t'achètes du... Ouais, c'est passif. T'achètes du S&P 500, t'achètes du Nasdaq, et t'as des millions, t'as des milliards qui arrivent en liquidité dans les marchés, qui n'étaient pas là il y a 10 ou 20 ans. Parce qu'il y avait tout simplement moins de gens qui investissaient. Ou en tout cas, c'était pas la classe d'actifs qui était... Ouais, voilà, les gens Et allaient je pense peut-être plus que acheter beaucoup- des obligations, tu vois, par exemple, ou de Ouais, c'est l'immobilier. ça, l'immobilier. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les gens évitent d'acheter des obligations. Bah, je veux bien le faire. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est drivée par l'inflation. Par l'inflation qui fait que tout simplement ça attire tout cet argent qui est créé, afflue dans les marchés, tire les prix vers le haut, et il y a un double effet qui se coule parce que plus d'argent est créé, plus l'inflation détruit du pouvoir d'achat sur le cash, et donc plus il y a des gens qui vont vouloir se servir de classes d'actifs qui ne sont pas faites pour préserver de la valeur à la base, pour préserver de la valeur. Je suis d'accord. Voilà. Non, tout simplement. Ouais. C'est un peu les facteurs multifs, enfin plusieurs facteurs qui expliquent un peu, je pense, la surévaluation des marchés aujourd'hui et la question à se poser. Et je pense que c'est surtout ça la question à se poser, c'est est-ce que c'est la nouvelle norme ? Parce qu'on doit s'habituer à avoir des marchés. Voilà, c'est pas qui prêt de augmentent. s'arrêter demain. Ouais. L'inflation, la création monétaire ne va pas s'arrêter demain. Les ETF ne vont pas disparaître demain. Les entreprises de qualité seront toujours plus des entreprises de qualité. Tu vois, Apple, à mon avis, est encore amené à croître. Microsoft, pareil. C'est ça. Il y a des nouvelles sociétés qui vont émerger. Hein. Le top 10 aujourd'hui du S&P 500 sera différent que le top 10 dans 10 ans encore. C'est Et ça. ainsi de suite. D'ailleurs, pour revenir à Giverny Capital, il le met dans sa dernière lettre, comme quoi les entreprises changent et tu prends le top 10 il y a 10 ans, c'était pas du tout celui-là. Donc oui, les entreprises de qualité, pour la plupart, je pense, seront encore de qualité. Mais est-ce que ça vaudra encore le coup de les acheter ? Est-ce que ça, on verra. Oui, et puis surtout la question à se poser, c'est quelle est la norme d'évaluation que vous êtes prêt à payer ? Parce que si vous vous dites que la norme c'est un PE de 15, ok, quand est-ce que c'était la norme un PE de 15 ? C'était la norme dans les années 90, Bien dans sûr. les années 60, dans les années 70, un PE de 15. Bien sûr. Peut-être dans les années 2000 aussi, parce que le marché des années 2000 était un peu mou du genou. Non, Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle norme, tu vois, c'est pas des PE de 20 ou de 25 ? Mmh. C'est aussi la question à se poser. Parce que si la nouvelle norme, c'est des PE de 20 ou de 25 et que les marchés retrouveront jamais des PE de 15, ça fait que une entreprise comme LVMH aujourd'hui, ou comme Google, même si tu la payes à des PE de 21 ou de 26, Mmh. c'est pas cher. Non, c'est sûr. C'est comme, on connaît tous, tu sais, les banques et les pétrolières, c'est des petits PER. Donc, on va être sur des PER de 8, même l'automobile. Bon, bah, ça se trouve, dans 10 ans, les PER du pétrole, ça va être aux alentours de 16, tu vois, ça va doubler. Tout ça, on ne sait pas. On sait pas, et c'est intéressant à regarder parce que on va voir que le marché, je pense il va encore augmenter. Je pense que la valorisation va encore augmenter, et ça sera devenu la norme. Ouais, c'est comme, tu vois, les capitalisations boursières. À mon avis, quand tu parles avec quelqu'un en 1950, tu lui disais qu'il allait avoir des entreprises avec des capitalisations qui allaient dépasser les 2000 milliards de dollars. Il allait dire, mais en fait, non, c'est impossible. Ouais, mais le problème, c'est que le dollar des années 50 n'a rien à voir avec le dollar d'aujourd'hui. Oui, mais t'as quand Donc, même le montant, tu vois. 90% du montant de ces 2000 milliards, c'est juste le dollar qui a perdu sa valeur, tu vois. C'est pas les ça, entreprises, c'est pas les entreprises qui ont fait x1000 en capitalisation boursière, c'est le dollar qui a perdu 90% de Ouais. sa valeur.
Je vais vous donner une petite stat, ça va vous faire réfléchir. On va vous mettre le graphique à l'écran déjà. Le S&P 500, pricé en or. Si tu estimes le prix du... Enfin, si tu évalues, si tu donnes le prix du S&P 500 en grammes d'or, le S&P 500 n'a pas retrouvé ses plus hauts historiques depuis la bulle des années 2000 et depuis 1971. Je pose ça là. Je vous mettrai le graphique à l'écran, vous en ferez ce que vous voulez. Deuxième stat extrêmement intéressante, 1 gramme d'or, une once d'or, pardon, en 1971, tu pouvais l'acheter avec 38 $. En 1980, 900 $. Aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, 3000 $ la once d'or. Ouais, c'est ça, c'est ça, 2800. 2800, c'est monstrueux. Troisième stat, le Big Mac. Ah ouais, le prix du Big Mac en or, il est monstrueux, celui-là aussi, on vous le mettra à l'écran. Le Big Mac, voilà, fallait acheter des Big Mac dans les années 50. C'était beaucoup moins cher que maintenant. Non, c'était plus cher. Non, il faut acheter du Big Mac maintenant. En or. Bien évidemment. Pas en dollars, parce qu'en dollars, évidemment, c'est plus cher. Mais là, en fait, je pense que réfléchissez à ça. Le cours de l'or n'a aucune raison de monter. Le cours de l'or ne monte pas. Pourquoi ? Parce que l'or, c'est ce qu'il y a de plus stable dans le monde. L'or, c'est ce qui a le meilleur stock-to-flow ratio. C'est ce qui... Ouais, c'est un autre sujet de podcast. Hein. C'est un autre sujet de podcast, mais on va dire que c'est une ouverture. C'est ce qui a le meilleur stock-to-flow ratio. T'as très peu d'inflation sur l'or parce que c'est très dur physiquement 2% par an. À peu près un peu moins de 2% par an. Tu vois, entre 1 et 2% par an. En tout cas, jamais plus de 2,5. C'est ça. Donc en fait, l'or est stable. Le prix de l'or, c'est le truc le plus stable que tu puisses avoir sur la planète Terre. C'est pour ça que ça a été utilisé comme monnaie pendant des milliers d'années. Donc, quand vous voyez le cours de l'or augmenter, le cours de l'or n'augmente pas. C'est ton cash. C'est ton cash qui perd de la valeur face à l'or. Gardez bien ça en tête. Et sur ce, les amis, pour ceux qui sont encore là après 1h30 de podcast, on vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, on conclut. N'oubliez pas effectivement d'aller nous suivre sur nos chaînes respectives. Donc IQ Invest pour Hugo, j'investe pour la mienne. Si vous nous écoutez sur Fountain App, voilà, faites-vous plaisir, un petit la plus petite unité de mesure en Bitcoin. Un SAT. Et voilà, surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, ça fait vraiment plaisir de vous lire, on répond à tous les commentaires. Et dites-nous ce que vous pensez de l'investissement quality. Est-ce que selon vous, c'est mort ? Est-ce que déjà vous êtes des investisseurs quality ? Je pense que pour la plupart. Mais... Et si selon vous c'est mort, dites-nous pourquoi. Et si selon vous ce n'est pas mort, dites-nous quelles sont les opportunités que vous avez achetées cette année. Est-ce que comme nous, vous avez trouvé beaucoup d'opportunités ? C'est ça. Est-ce que vous préférez acheter du Bitcoin ? Est-ce que vous préférez acheter de l'or ? Tout ça, ça nous intéresse. J'espère pour vous que vous n'êtes pas des investisseurs obligations. mais en tout cas, voilà. Likez, commentez, partagez. On vous remercie énormément pour toutes vos écoutes, pour tous vos retours. Et on se retrouve tous les lundis matins à 8h. Le podcast le plus régulier de YouTube. Et sur ce, ciao. Allez, ciao.